Monsieur l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Okapi. C'est toujours un très grand plaisir d'être accueilli par Radio Okapi. Merci. Depuis quelques mois, vous le savez, en RDC, il y a le débat sur la nationalité qui a fait surface. Quelle est votre perception à cet effet ? Moi, je voudrais vous faire part peut-être de préoccupations que j'ai par rapport à la montée du discours extrémiste, de discours stigmatisant, de discours opposant les uns et les autres. En fait, on voit un peu partout dans le monde, et c'est pas uniquement propre à la RDC, qu'il y a une montée des discours extrémistes, parfois des discours xénophobes, des discours contre l'autre. Or, je crois que dans le monde aujourd'hui, face aux défis auxquels nous devons faire face, nous avons plus que jamais besoin d'unité, de dialoguer ensemble, de nous retrouver ensemble. Et ce que je dis pour le monde, me semble-t-il, est vrai bien sûr pour l'Europe, est vrai pour l'Afrique, est vrai pour la République démocratique du Congo. Si la République démocratique du Congo veut construire une république unie, veut construire une république consensuelle, veut construire un projet national, elle a besoin de se retrouver ensemble. Et pour cela, si vous me permettez, j'emploierais presque une parabole jardinière. Ces discours de haine, de stigmatisation de l'autre, sont souvent des discours, sont des mauvaises herbes qui envahissent votre jardin, qui vous empêchent que les bonnes herbes se développent, qu'on se concentre sur les vraies choses. Donc, il faut les sarcler. Il faut les désherber, les arracher. Il faut les arracher avant qu'elles ne prennent prise. Et en termes d'impulsion ou de soutien, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire au niveau du gouvernement congolais pour que ces mauvaises herbes soient effectivement arrachées ? Écoutez, nous dialoguons, je pense que c'est très important. Nous rencontrons toutes les parties prenantes concernées. Toutes celles et tous ceux qui veulent nous rencontrer, nous les rencontrons. Nous essayons de dialoguer aussi avec toutes les forces vives de la République démocratique du Congo. Les jeunes, les femmes, la société civile. Tout cela en lien étroit, bien sûr, avec le président de la République, avec le gouvernement. Et finalement, nous essayons de travailler ensemble pour avancer sur le chemin le plus paisible possible de la paix et du développement retrouvé. En tant que partenaire, quelle est la proposition que pourrait faire l'Union européenne à la République démocratique du Congo concernant cette loi sur la nationalité ? Faudrait-il l'élaguer carrément ou l'encadrer de la bonne manière ? Écoutez, je renouvelle ce que je viens de dire. Je dis, travaillons ensemble pour le dialogue, pour le consensus, pour retrouver ensemble des vraies valeurs. Et quand je dis travaillons ensemble, ce n'est pas bien sûr l'Union européenne qui doit se substituer à la République démocratique du Congo. Ce sont d'abord les Congolais qui doivent trouver eux-mêmes leur solution. Alors, un autre sujet d'actualité, c'est autour de la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante par les confessions religieuses. La date limite, c'était hier jeudi à minuit. Mais jusque ce matin, les confessions religieuses n'ont toujours pas trouvé un consensus. Il y en a 6 qui ont déposé leur procès-verbal à l'Assemblée nationale, sauf l'Église catholique et l'Église protestante. Alors, qu'est-ce qu'en pense l'Union européenne ? Écoutez, un petit peu comme sur la question précédente, si on veut vraiment travailler sur l'unité, si on veut travailler ensemble pour préparer des bonnes élections en 2023, qui soient transparentes, libres, équitables, inclusives, impartiales, vous voyez, toute une série d'adjectifs, mais chacun d'entre eux est un peu important. Si on veut travailler ensemble, il faut que les règles du jeu soient définies ensemble. Et particulièrement pour la mise en place de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante, ça va être un organe très important dans la préparation, le déroulement, l'annonce des résultats de ces élections. Donc il nous semble très important que tous les acteurs concernés travaillent véritablement dans un esprit de consensus pour essayer de trouver ensemble une solution commune. Ça veut dire qu'ils se mettent d'accord, soyons bien d'accord, ils se mettent d'accord sur les règles du jeu. Les églises, pour la désignation en particulier du président de la CENI, se mettent d'accord. Il doit y avoir consensus entre elles sur un candidat ou une candidate. Je n'exclus rien. Ils doivent se mettre d'accord ensemble pour définir ces règles du jeu. Et puis ensuite, bien sûr, il y aura une compétition électorale, il y aura des gens qui
qui promouvront leurs idées, et là c'est la règle de la démocratie qui s'appliquera. Mais ce que nous appelons, nous, Union européenne, c'est véritablement au consensus de toutes les parties prenantes pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde, ou parfois, comme on le dit en démocratie, qui mécontente tout le monde à la fois. Alors, y aurait-il déjà au niveau de l'européenne certaines prévisions en termes d'appui financier aux prochaines élections en RDC, notamment celle de 2023 ? Écoutez, nous avions fait un très gros travail lors des précédentes élections, notamment pour l'observation électorale, l'observation citoyenne, l'observation des Congolais. C'est quelque chose que nous poursuivons avec un projet que nous avons en cours. Les élections, ça se déroule un jour J, mais ça se prépare. Et en amont, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Bien évidemment, nous sommes prêts, dès que la nouvelle CENI aura été constituée, dès qu'elle aura commencé à fonctionner, à dialoguer avec la CENI, à dialoguer avec les autres partenaires internationaux, mais pour des élections qui sont avant tout congolaises, évidemment. Alors nous allons passer à un autre chapitre, monsieur l'ambassadeur, c'est celui qui concerne le DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Vous le savez, Tommy Tambwe, le coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a pris ses fonctions mardi dernier. Cependant, vous savez que sa nomination a été contestée par plusieurs structures et personnalités. Quelle est la réaction de l'Union européenne en tant que l'un des bailleurs du processus de DDR en RDC? Alors je voudrais vraiment déjà replacer peut-être votre question, qui est certes importante, mais dans un cadre plus général. L'Union européenne accompagne et souhaite accompagner avec les Nations Unies, avec tous les partenaires internationaux, la République démocratique du Congo dans le rétablissement de la paix à l'est du Congo. C'est un enjeu majeur. Nous-mêmes, comme vous le savez, nous avons été touchés pratiquement dans notre corps, dans notre cœur, quand mon ami l'ambassadeur Luca Attanasio a été assassiné au mois de février dernier. La paix, pour nous, est un enjeu considérable. Pour obtenir cette paix, il y a différents instruments. Il y a bien sûr l'instrument militaire qui doit être utilisé, et là aussi l'Union européenne accompagne la République démocratique du Congo, accompagne la restructuration des forces armées, et nous sommes en posture véritablement de soutenir cette action. Il y a aussi bien sûr l'action de développement, l'action humanitaire, et là aussi nous essayons de mettre le maximum de moyens. Il y a l'action de lutte contre les trafics illicites, les trafics d'or, les trafics qui se passent à l'Est et contre lesquels il faut lutter régionalement et internationalement pour que ces trafics ne nourrissent pas le grand commerce international. Et enfin, il y a bien sûr cette dimension DDR, parce qu'il y a la réinsertion des anciens combattants. Là, nous avons des principes que nous voulons aussi faire valoir, c'est-à-dire qu'on ne réinsère pas n'importe qui et n'importe comment. Les anciens combattants qui ont des crimes de sang sur les mains doivent absolument être jugés. Il ne peut pas y avoir d'impunité. Donc c'est aussi des dimensions dont nous prenons compte. Maintenant, j'en viens à votre question, naturellement. D'abord, nous nous réjouissons qu'il y ait cette nomination. C'est une nomination que nous attendions depuis plusieurs mois. Quelqu'un avec qui nous puissions travailler. Ensuite, c'est quelqu'un, M. Tambwe, qui n'est pas sur les listes de l'ONU, sur les listes américaines, sur les listes européennes. Donc c'est une personne avec laquelle, effectivement, nous pouvons travailler. Ensuite, je sais qu'il y a eu un débat sur sa nomination. Je ne veux pas interférer dans ce débat. Je respecte les positions démocratiquement exprimées les uns et les autres. Ça fait aussi partie du débat démocratique, et je suis heureux, je crois, qu'en République démocratique du Congo, il puisse y avoir ce débat. Et donc, on peut comprendre par votre réponse que l'Union européenne va accompagner ce nouveau programme de DDR instauré par le président Tshisekedi. Bien évidemment, avec les conditions que je viens de vous indiquer, sur le fait qu'il ne peut pas y avoir d'impunité pour les combattants qui seraient réinsérés, qu'il ne faut pas les réintégrer dans l'armée, dans le même lieu où ils ont combattu, qu'il faut bien sûr privilégier aussi des solutions de développement économique, toute une série de conditions, de principes avec lesquels d'ailleurs nous avons déjà discuté avec le gouvernement congolais, et dont je sais que le gouvernement congolais, le président Tshisekedi, le Premier ministre et le ministre de la Défense partagent totalement les orientations.
Alors, dans le même cadre, Monsieur l'ambassadeur, il y a Dr Mukwege, le prix Nobel, ainsi que plusieurs acteurs de la société civile qui font appel au mécanisme de la justice transitionnelle dans ce cadre de désarmement, de réinsertion, de démobilisation. Comment l'Union européenne pense soutenir cette démarche? Nous sommes prêts à l'accueillir très favorablement. Nous en avions déjà parlé avec l'ancien ministre des Droits humains qui nous avait fait part de ses intentions. Nous sommes prêts à regarder très très favorablement ce type de mécanisme transitionnel qui peut aider, je crois, très sincèrement à la réconciliation des populations. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Il ne peut pas y avoir de paix durable sans lutte contre l'impunité. Les crimes de sang les plus horribles doivent être punis. Je dois vous dire, le crime commis contre Luca Attanasio, contre son chauffeur congolais, contre son garde du corps, doivent être punis. Nous y tenons. Et donc, il faut la justice, et après, il faut la réconciliation. Et les mécanismes de justice transitionnelle, si le gouvernement nous en fait bien sûr la demande, nous y sommes tout à fait favorables. Vous parlez de cet assassinat crapuleux de M. l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des démarches qui ont été entreprises au niveau de l'Union européenne pour que réellement justice soit faite? Écoutez, c'est un dossier que je suis personnellement depuis le mois de février très attentivement. Nous laissons bien sûr les enquêtes judiciaires se dérouler, tant du côté congolais que du côté italien, mais je peux vous assurer que c'est un dossier que nous n'oublierons pas. Et en tout cas, personnellement, tant que je serai en République démocratique du Congo, que je n'oublierai pas. Alors restons dans le secteur policier et militaire, Monsieur l'ambassadeur. Plusieurs bavures policières ont été enregistrées dans le contexte de la Covid, des mesures pour lutter contre la Covid-19. Quelle est la réaction de l'Union européenne qui est très impliquée dans la formation des policiers et militaires congolais? Alors, voilà, plusieurs choses, plusieurs éléments. Le premier, naturellement, nous condamnons les actes individuels de policiers ou parfois de gens qui se prétendent policiers ou qui usurpent de la qualité de policiers et qui commettent de tels actes, et tous les actes individuels sont bien sûr absolument condamnables. Ensuite, ce n'est pas propre à la police congolaise. Les abus de pouvoir, les débordements, on en retrouve dans tous les pays au monde. On en retrouve en Europe, on en retrouve aux États-Unis. C'est quelque chose contre lequel nous devons lutter collectivement. Et donc, c'est un enjeu de politique publique. Troisième élément, cette politique publique, c'est quelque chose justement, effectivement, que l'Union européenne essaie d'accompagner à travers ses programmes d'appui à la réforme de la police. Nous en menons un depuis plus de 10 ans. Nous allons renouveler cette année, en 2021, un programme de plus de 20 millions d'euros pour travailler sur le renforcement de la police judiciaire, sur la police de proximité, qui est un enjeu considérable. Nous allons travailler spécifiquement sur 4 provinces, donc bien sûr notre programme ne va pas couvrir l'étendue de la République démocratique du Congo, mais nous allons essayer de travailler en partenariat avec nos amis congolais pour améliorer les procédures et faire en sorte qu'on poursuive fort justement ces exactions ou ces abus d'autorité qui sont commis, ces bavures qui sont commises. Elles sont condamnables au Congo, elles sont condamnables en Europe, elles sont condamnables partout dans le monde. Et notre action en tant qu'acteur de politique publique, c'est de faire en sorte de les prévenir, de sensibiliser les policiers pour qu'elles ne se produisent pas. Donc il y a tout un travail de formation. Et avec l'Union européenne, nous travaillons notamment sur un projet sur l'académie de police. Et puis il faut un travail de justice qui soit aussi fait, d'enquête judiciaire. Et là, nous sommes plutôt satisfaits, je crois, aussi des positions qui sont prises par nos partenaires congolais pour traduire chaque fois que possible les acteurs de tels actes en justice. Alors, cette semaine, Monsieur l'ambassadeur, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, ont prorogé pour la 6e fois l'état de siège. L'Union européenne, en tant que partenaire, dresse quel bilan depuis la mise en place de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu? Alors nous n'en dressons pas un bilan particulier, je l'avais dit lors de mon discours prononcé le 9 juin, lors de la fête de l'Europe. L'état de siège est une décision souveraine de l'État congolais. C'est une mesure d'application pour lutter contre l'insécurité dans l'Est. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous accompagnons structurellement, bien sûr,
l'armée congolaise, la police congolaise dans sa réorganisation afin qu'elle soit plus efficace et qu'elle puisse faire face aux différentes menaces. Nous soutenons aussi bien sûr les actions militaires contre les groupes terroristes et voilà, et nous sommes engagés là-dessus. Alors après, je n'ai pas de jugement à porter en tant que tel. Alors, voyons le volet environnement. Monsieur l'ambassadeur, la RDC est l'un des poumons de la planète avec sa biodiversité. Mais qu'est-ce que l'Union européenne peut faire en termes de plaidoyer pour qu'elle bénéficie des fonds verts? Alors, il y a un petit peu de sujets dans votre question. Il y a la biodiversité et il y a le climat. La biodiversité, la RDC est un hotspot extraordinaire, voilà, et qu'il faut préserver. Et l'Union européenne y met les moyens. La RDC est notre principal pays d'intervention en matière de préservation de la biodiversité en Afrique, le premier. Plus de 140 millions d'euros sur la période 2014-2020. Nous travaillons à la protection des parcs et aussi à l'intégration des populations dans les actions conduites avec ces parcs, à la sensibilisation de la population. Donc cet enjeu biodiversité, il est en soi très important. Il y a d'ailleurs une conférence en Chine cette année là-dessus. Il faut qu'on préserve cette biodiversité. Si les animaux disparaissent, les hommes finiront par disparaître. Donc nous devons préserver la nature. Et puis le deuxième sujet, le deuxième volet auquel vous renvoyez, c'est un petit peu la lutte contre le changement climatique et le rôle des forêts. Exactement. Et le rôle du bassin forestier du Congo. Second plus grand bassin forestier au monde après l'Amazonie. Vous savez que l'Amazonie maintenant émet plus de CO2 qu'elle n'en absorbe. Et donc, nous devons tout faire ensemble pour que au Congo ne se produise pas la même chose. Donc il faut préserver absolument cette forêt de la République démocratique du Congo pour qu'elle puisse continuer à être un poumon efficace dans la respiration de notre monde. Et là, nous travaillons aussi avec nos partenaires britanniques sur la préparation de la COP26, les partenaires européens sur ces actions de protection de la forêt. Il y a beaucoup de mécanismes un petit peu complexes qui seraient difficiles d'expliquer ici, de compensation carbone, sur lesquels il faut continuer à travailler. L'Union européenne est bien sûr naturellement disposée à mettre son expertise pour ce travail et nous sommes en lien avec le gouvernement pour travailler ensemble sur des programmes qui puissent intégrer cette dimension préservation de la forêt. À titre d'exemple très précis, par exemple, nous avons financé une antenne d'observation des flux de carbone à Yangambi pour analyser ce qui se passe et partager cette information scientifique. Et ça va permettre de développer des programmes très concrets de protection de la forêt. Alors, vous faites allusion à la recherche scientifique en évoquant le centre de Yangambi. Toujours dans le volet environnement, il y a l'actualité avec la pollution des rivières Kasaï et Chikapa avec des matières polluantes qui viendraient d'une exploitation minière en Angola. L'Union européenne, on l'a vu avec l'éruption du Nyiragongo, beaucoup de spécialistes se sont mobilisés. Est-ce qu'il y aura la même impulsion en ce qui concerne la pollution dans ces deux rivières qui risquent d'ailleurs d'atteindre Kinshasa si on y prend garde? Écoutez, cette pollution, nous suivons bien entendu ce qui s'est passé. Pollution industrielle en provenance de l'Angola, de mines diamantifères situées en Angola. Donc préoccupante parce que je sais qu'elle a touché d'ores et déjà des populations qui souffrent de problèmes diarrhéiques, qui ont mangé des poissons morts parce qu'il n'y avait pas autre chose. Et donc nous sommes très sensibles, très préoccupés. Et j'exprime bien sûr ma solidarité pour les populations qui ont été touchées par cette pollution industrielle. Là encore, je crois que nous sommes prêts à travailler sur le fond, si le gouvernement nous sollicite, bien évidemment. Nous sommes prêts à travailler sur le fond, sur un petit peu tous les mécanismes de régulation, de contrôle, de surveillance, d'échange de données.
Il y a beaucoup d'échanges de données, notamment satellitaires maintenant, qui permettent de voir vraiment ce qui se passe très vite, de voir notamment si ces sites diamantifères angolais peut-être continuent à polluer les rivières Chikapa, Kasaï et le fleuve Congo. Donc je crois que nous travaillons aussi sur la mise à disposition d'informations et nous sommes prêts à travailler bien sûr à la mise à disposition d'experts pour aider à trouver une solution qui est un petit peu complexe, hein, comme toute pollution industrielle. On en a eu aussi en Europe. Je pense à la pollution récente à Rouen, en France, il y a 1 an. C'est du travail de long terme. Il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus et que ces mines ne continuent plus à émettre des pollutions qui nuisent aux populations. Sans oublier le volet humanitaire avec ces populations qui n'ont plus à manger, qui n'ont plus à boire à cause de cette pollution. Oui, on est prêt à regarder bien sûr toute demande du gouvernement congolais. Alors, toujours dans le domaine de l'environnement, Monsieur l'ambassadeur, il y a plusieurs ONG internationales qui tirent la sonnette d'alarme accusant le gouvernement congolais d'attribuer des permis d'exploitation à certaines sociétés, notamment chinoises. L'Union européenne, en tant que partenaire, réagit de quelle manière? Écoutez, nous sommes en dialogue, ce qu'on appelle le dialogue politique avec le gouvernement. C'est une des choses qui s'est remis en place véritablement depuis l'an dernier. Nous discutons vraiment sur les politiques, sur les sujets de politique avec le gouvernement pour essayer de trouver, pour discuter ensemble des solutions possibles. Donc, pour moi, ça ressort de la discussion que nous pouvons avoir avec le gouvernement. Et voilà, donc c'est un point que nous discutons. Alors, ma dernière question, Monsieur l'ambassadeur, l'Union européenne soutient la RDC dans plusieurs projets de développement, mais comment rendre cette aide plus efficiente et plus efficace en termes de résultats qu'on peut voir sur terrain? Écoutez, je crois que nous avons fait des choses très concrètes, que nous faisons des choses très concrètes que les populations voient. Donc ça, c'est un point positif. La rénovation de la RN1, des travaux qui ont eu lieu sur le fleuve Congo. Des travaux, les projets que j'ai évoqués d'appui à la réforme de la police, l'appui à la réforme de la justice, des actions humanitaires parfois aussi très ciblées lorsqu'il y a des phénomènes d'inondation qui ont pu se produire. Donc nous avons une aide qui est, je crois, visible et qui bénéficie aux populations. Maintenant, je pense que notre défi, très honnêtement et très franchement, c'est de la rendre encore plus partenariale. Que nous ayons peut-être encore davantage la capacité de discuter des besoins exprimés par les populations. Que nous ne venions pas de l'extérieur avec nos solutions, que nous ne parachutions pas nos solutions aux vrais problèmes qui existent, mais qui ne seraient pas forcément les vraies solutions. Et donc que nous ayons le temps de cette discussion et de ce dialogue avec les parties prenantes congolaises, avec la société civile congolaise. Et je dois dire que nous sommes de ce point de vue dans une période plus propice peut-être que nous ne l'étions dans le passé, parce que nous avons des autorités qui sont peut-être plus ouvertes à ce type de dialogue. Et bien sûr, ce type de dialogue, il ne se construit pas uniquement entre Européens et société civile congolaise. Il faut que toutes les parties prenantes, que les autorités provinciales, que les autorités nationales soient associées. Et donc il faut véritablement que dans notre nouvelle programmation de développement 2021-2027, nous réussissions le challenge partenarial, le défi partenarial, celui de savoir mieux écouter les autres et de mieux écouter la population. Monsieur l'ambassadeur, vraiment, ce sera ma dernière question. La MONUSCO et les gouvernements congolais sont déjà très avancés dans le processus de désengagement de la MONUSCO. Est-ce que l'Union européenne serait en train de réfléchir en termes de compensation ou d'alternative à la MONUSCO, par exemple? Écoutez, nous travaillons à la fois sur le plan sécuritaire, sur le plan de développement, sur le plan de stabilisation, de façon très étroite avec nos amis de la MONUSCO. Je suis en relation quasi quotidienne avec le représentant humanitaire et coordinateur des Nations Unies, mon ami David McLaren. Le défi que nous avons là, c'est un défi véritablement de coordination. Nous devons mieux travailler ensemble, mieux faire valoir nos expertises
d'expérience, mieux peut-être aussi diviser notre travail. Donc nous sommes véritablement dans le cadre du plan de transition que vous évoquez, en train de regarder là où l'Union européenne pourra venir pour compléter ou, je ne veux pas dire remplacer, mais impulser des programmes de développement. Je pense au Kasaï qui est très important, où la MONUSCO se retire, ou s'est déjà retirée, sauf la police encore. Mais voilà. Mais je pense aussi au Tanganyika qui va venir. Et donc là, nous sommes en concertation étroite pour travailler ensemble, tous les bailleurs de fonds, dans un cadre aussi, là aussi, coordonné et voulu par le gouvernement. Donc c'est là un défi plus de coordination, mais je peux vous dire qu'on y est tous les jours, presque 24 heures sur 24. Monsieur Jean-Marc Chataignier, je rappelle que vous êtes ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.